Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Plumes Bavardes. Aujourd'hui, je reçois Betty. Salut Betty. Salut, je suis ravie d'être ici. Et moi, je suis ravie de t'avoir aussi parce que je suis un peu ton travail sur Instagram et notamment avec Avrélire. J'espère qu'on pourra en parler aussi après. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux bien te présenter, s'il te plaît ? Du coup, moi c'est Betty, j'ai un peu plus que la trentaine, doublement maman et maman de vrais enfants et maman de livres. J'écris depuis, comme beaucoup de gens depuis toujours, j'écris sérieusement depuis 4-5 ans, avec l'objectif de faire des livres qui me ressemblent et qui ont le panache d'un livre professionnel. Et j'accompagne les auteurs aussi dans leur processus d'écriture depuis 1 an et demi maintenant. Et je l'avais fait il y a longtemps pour la jeunesse, notamment pour l'Uni, la boîte à histoire. Il y a trop bien. Ouais. Et après, j'ai travaillé en escape game. Donc, j'étais toujours au contact de gens, mais pour les divertir d'une autre façon. Ah, j'adore. Du coup, t'étais game master ? J'étais game master et conceptrice. C'est pour ça qu'il y a des énigmes dans mes romans. Ça sort pas de nulle part. J'adore. Ok, trop cool. Du coup, est-ce que tu peux nous dire si tu as choisi un nom de plume ou si c'est ton vrai nom et pourquoi tu as fait ce choix ? Alors, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom de femme mariée, d'ailleurs. C'est pas mon nom de jeune fille. Parce que j'avais envie de m'assumer en tant que moi. Je voulais... en fait, en prenant mon nouveau nom... j'ai l'impression de revêtir un peu ma nouvelle identité. J'étais plus juste la fille de mes parents. Je pense que si je m'étais pas mariée, j'aurais pris un nom. Je l'avais trouvé d'ailleurs. C'était Betty Bontemps. Parce que mes initiales d'avant c'était B et B. Et du coup, je trouvais ça cool de le garder. Puis je trouvais que Bontemps, ça faisait bien français, tu vois. Et j'avais envie d'assumer ce côté francophone comparé... Parce que j'ai déjà un prénom anglophone de base, moi. C'est pas un diminutif, c'est un vrai prénom. Ça venait de Betty Boop. Mais voilà. Et du coup Betty Nicou, c'était parce que j'aime bien mon nom, je l'accepte complètement et j'avais pas envie de me cacher. J'avais envie que si on me connaisse, on puisse me trouver. Si on tapait sur internet, il y avait pas de doute, quoi. Du coup, tu disais que ça fait 5 ans que tu écris de manière sérieuse. Ouais. Est-ce que tu as commencé l'écriture il y a 5 ans ou est-ce que tu écrivais déjà avant ? Et comment t'es venue cette envie d'écrire ? Alors, moi, j'ai commencé à écrire à peu près vers 6 ans, une histoire sombre de renard qui volait des œufs d'or à une tortue. L'histoire était vraiment pas ouf. Elle a l'air sympa comme ça, mais en vrai, c'était pas ouf. L'appât du gain, tout ça. J'étais un peu trop bercée par les fables de La Fontaine. Et après, j'ai toujours écrit, mais on m'avait clairement dit Betty, la rédaction, c'est pas pour toi, tu sais pas faire de description, enfin vraiment, t'étais mauvaise, quoi. Sauf que moi, j'ai toujours aimé écrire. Donc j'ai toujours continué à écrire depuis que je suis petite. Je disais que j'allais travailler dans le monde du livre, donc je me suis quand même pas trop vautrée. Et on m'a dit peut-être vise autre chose que autrice, parce qu'on sait jamais, ce serait bien d'avoir un truc de sécu à côté. Et donc j'aimais bien tout le côté graphisme autour des livres, la mise en page et tout. Enfin, c'était un truc qui m'avait toujours intéressée. J'ai fait un stage alors que il y avait pas de raison en été. Enfin, voilà, j'ai quand même cherché à rencontrer ce milieu. J'arrive plus à parler. Assez jeune. Et en fait, en 4e, je suis tombée sur une prof de français incroyable. Qui respectait tout type d'histoire, tu sais. Elle était pas en mode il faut lire que les classiques et tout. Et du coup, genre nous, on était dans la période 4 filles et un jean. On était au taquet et en fait, au lieu de nous dire ouais non mais c'est un roman pour ados, elle l'a lu. Et on a analysé des passages. Enfin genre c'était trop cool. Enfin on a vu des passages avec elle qui étaient bien, ce qui était pas bien, comment changer de ton. Et du coup comme j'ai écrit une histoire un peu comme ça quand j'étais au collège, elle l'a lu et elle m'a fait des retours. Genre j'avais ma première alpha lectrice. C'était ma prof de français de 4e quoi sur ce projet-là, bon que j'ai jamais fini, mais en fait elle m'a dit en gros c'est en écrivant que tu deviendras écrivaine quoi. En gros et puis vas-y tu peux le faire.
Et en fait, comme elle, qui me devait rien, elle aurait pu rien me dire, elle a cru en moi. Et je me suis dit, bah, si elle croit en moi, il y en a d'autres qui pourraient croire en moi. Et j'ai besoin de personne d'autre, tu vois. Et du coup, j'ai continué à écrire, j'ai commencé à faire des concours de prix du jeune écrivain, tout ça. Et ce que j'aimais bien dans ce concours de nouvelles, c'est qu'il y avait toujours des fiches de retour sur nos nouvelles. Enfin, on nous disait en gros pourquoi ça allait pas, est-ce qu'on était genre pas loin de gagner quelque chose. Et en gros, comment ça s'appelait? Comment dire? Bah, j'ai perdu à chaque fois, mais j'ai eu des retours hyper enrichissants. Les premiers, c'était en gros, il y a l'air d'avoir plein de trucs dans ta tête, mais on comprend rien. Enfin, c'est clair que pour toi. Et puis après, ça a été, ce serait bien de travailler les dialogues. Et après, ça a été, il y a ça qui, machin. Et les derniers retours, après, je pouvais plus participer parce que j'étais trop vieille, mais ils étaient excellents. En fait, j'étais passée à ça de remporter le prix. Et je me suis dit, bah, du coup, j'ai progressé. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. J'avais aussi écrit un roman à Bragelonne. J'avais rencontré l'éditeur à l'époque, le controversé Stéphane Marsan. Moi, j'ai pas eu de problème avec lui, mais voilà, il a eu des problèmes avec MeToo. Avec moi, il a été très respectueux, donc j'ai eu de la chance. Mais en gros, il m'avait appris une rencontre autour de Bragelonne, de la maison d'édition. On avait pu rencontrer, bah, du coup, lui, il y a un traducteur. On avait pu poser des questions et tout ça. Et j'avais fait un peu une déclaration d'amour à la maison d'édition Bragelonne parce que vraiment, c'était une maison d'édition qui m'a fait rentrer dans l'imaginaire et qui m'a vraiment fait kiffer. Et du coup, il m'avait proposé d'aller boire un café pour parler parce que je lui avais demandé genre s'il y avait moyen de bosser pour lui, tu vois, en mode Kikou, j'aime trop ce que tu fais, je veux bosser chez toi. Et du coup, il m'avait proposé de boire un café pour parler de tout ça. Donc, je lui ai parlé de mon roman. Il m'a dit envoie-le-moi. Et quand j'ai envoyé, il m'a dit écoute, il y a un univers de dingue, maintenant tu le bosses. Ah, ok. Donc du coup, bah j'ai réécrit. Et puis là, tu vois, j'avais la vingtaine. Et bon, mon texte était pas mature, mais je l'ai rebossé de ouf. Donc maintenant, il était vachement mieux. Je l'ai jamais envoyé à une maison d'édition parce que c'était un projet en 6 tomes et compagnie. Et je me suis dit, mais en fait, tomber meuf, calme ta joie, passe sur autre chose, écris autre chose, sors de cette histoire, t'en peux plus. Et pourtant, cette histoire, il y a pas mal de gens qui l'ont lu, dont mon patron quand j'étais en escape game. Et qui m'a dit, bon, tu nous la sors quand, la suite? J'étais en mode, sorry, pas sûr qu'elle sorte un jour. Ah ouais? Dommage. Et il était super pénible en plus. C'est pas un gars qui fait des compliments pour faire des compliments, tu vois. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, je pourrais le faire. Mais j'étais encore en mode, il faut que ce soit en maison d'édition, nanana, nanana. Et puis j'ai eu des enfants, enfin un enfant déjà. Et puis bah j'ai eu moins le temps d'écrire, moins le temps de lire, donc j'avais un peu décroché. Et puis quand cet enfant a eu 2 ans et que je me suis dit, ce serait pas le temps de faire un deuxième, mon mec il m'a dit, serait pas le temps plutôt de faire un truc pour toi? Un quoi? Un truc pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, bah, il y a eu le concours de Bragelonne pour faire un premier roman. Et je me suis mise à réécrire. Donc j'ai écrit le premier jet d'un bouquin qui est Racontisto maintenant. Mais le Racontisto maintenant, c'est la V9 de celui que j'ai écrit à ce moment-là. Et en fait, après, j'ai été sur les réseaux sociaux. J'avais envie de découvrir un peu cette ambiance. Vraiment, on m'a conseillé TikTok. Donc, je me suis dit, bon, bah, let's go, aller sur TikTok, voir ce que ça donne, parler de mes lectures, parler d'écriture, juste kiffer. Et puis, j'y suis allée sans rien attendre. Tu sais, genre vraiment sans savoir ce que je voulais faire là-bas. Juste découvrir, voir s'il y avait des gens un peu comme moi. Et en fait, je me suis créé une communauté. Et puis, j'ai rencontré Laura de Lotalira. Et puis, j'ai sorti de Rêve à légende. Et puis en fait ça a plu, du coup je l'ai réédité, puis je l'ai réédité encore une fois, et puis je me suis dit bon bah je vais peut-être faire autre chose maintenant, et puis Racontisto quoi. Voilà, donc j'ai un petit peu avec l'écriture qui a duré à peu près toute ma vie. Ben ouais, c'est souvent comme ça en fait. J'écrivais quand j'étais petite, et puis au fur et à mesure c'est revenu, et après ça donne des belles histoires. Du coup, ton roman en 6 tomes, tu comptes jamais te repencher dessus ou? Alors le problème c'est que j'ai appris beaucoup de choses depuis que j'ai écrit ce roman en 6 tomes qui a déjà eu 5 ou 6 versions. Maintenant je l'envisage en trilogie. Peut-être un jour je vais le reprendre, je sais pas. Il irait super bien dans mon cosmère parce que il y a un truc que je savais déjà à cette époque-là que je savais pas quand j'écris là, mais que j'ai pris conscience que ça se connectait.
Il faut que je vois parce que c'est vraiment sombre. Il y a des sujets hyper compliqués. Je sais pas s'il y a des mots qui sont censurés dans le podcast, Ouais. mais je parle de violence conjugale, je parle de relations toxiques, il y a de la torture. Enfin, c'est vraiment hardcore et en fait, je sais pas si j'ai envie de me replonger. Maintenant, on me connaît en tant qu'autrice de fantasy et de sujets plutôt choupis, et je sais pas si j'ai envie de faire ça. Mais peut-être un jour, tu vois. Je dis pas non parce que cette histoire, elle me touche beaucoup. Elle est une partie de moi. Mais peut-être que je la mettrais, genre, tu vois, sur Wattpad et cadeau, et c'était un truc, c'est un premier jet, et puis voilà, c'est avec ça que j'ai commencé, tu vois. Mais je sais pas si j'en attendrais beaucoup plus, quoi. Du coup, là, tu écris de l'imaginaire, notamment de la fantaisie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît dans l'imaginaire, dans la fantaisie? Ça existe pas, on peut faire ce qu'on veut. Et en même temps, il faut inventer des codes. En fait, je crois que ce que j'aime vraiment dans l'imaginaire et la fantaisie, c'est que je peux parler des sujets qui me touchent avec des métaphores tellement grandes que ça devient de la magie, tu vois. Et, euh, et du coup, je me dis, je peux parler à des gens des mêmes trucs que moi, et en fait, on se comprend avec toutes ces métaphores, avec tous ces trucs, et ça me permet d'aller plus loin, d'exprimer plus fort, en fait. Tu vois, je pense que je suis neuroatypique, tranquillou, en mode hypersensible plus avec un possibilité de problème de concentration. Je vais un peu partout, je fais un peu de autre chose. Je pense pas être TDAH, mais il y en a, ils se posent des questions là-dessus. Mais je crois pas. Parce que je sais beaucoup me poser aussi. À ce qui paraît, c'est pas compatible, mais bon, on n'est pas là pour faire l'analyse psy de ma personne non plus. Mais du coup, c'est vrai que j'ai tout le temps besoin de faire plein de choses, et en imaginaire, j'ai l'impression qu'on peut aller dans ces failles-là. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive mieux. Et ce qui me pose problème avec le contemporain, je dis pas que j'aime pas en lire et qu'il faut pas en écrire et tout ça, c'est juste que les problématiques, genre une même problématique dans un roman contemporain et dans un roman de fantasy, ça me fait pas du tout le même effet. Tu vois, je peux lire de la dark fantasy, par exemple, ou des sujets compliqués comme le viol ou les violences, ou des gens qui se font couper la tête et il y a du sang partout. Ça, en fantasy, tu vois, genre ça passe, je vais pas faire de cauchemar. Et en contemporain, je vais avoir le beat tordu, je vais me dire, oh mon Dieu, ça peut être dans mon jardin juste à côté. En fait, c'est trop proche de nous, et moi, j'ai vraiment besoin d'aller autre part. Autre part. D'ailleurs, j'écris même pas de fantastique, tu vois, enfin, ou du paranormal. Je suis vraiment dans un autre monde où il peut se passer plein de choses, mais c'est pas chez nous. Et du coup, ça va. Je pars, en fait. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Je comprends. Est-ce que, du coup, un jour, t'aurais envie d'écrire dans un autre genre? Alors, il s'avère que j'ai écrit une romance de Noël en mode téléfilm TF1. C'était rigolo. C'était très rigolo. Je l'ai édité sur BOD, mais c'est vraiment un premier jet. Il n'y a pas eu tout le boulot derrière parce que j'ai eu l'opportunité à un moment et qu'il fallait que j'aille vite. Et je le laisse parce que ça fait partie de mon expérience et de ma vie d'autrice, mais je le vends vraiment comme le lisez pas si vous voulez un livre vraiment abouti, lisez-le si vous voulez juste passer un moment téléfilm TF1. Enfin, c'est vraiment, il y a pas plus de vocation que ça. Mais ça peut faire vachement du bien. Tu sais, l'histoire elle est cocon, les gens me disent ah mais on passe trop un bon moment. Je dis c'est pas le sujet, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas abouti. Ça n'a rien à voir. L'histoire elle est cool, mais voilà. Après, je sais pas si j'aurais vraiment envie d'écrire dans autre chose. Le seul truc que je rêve de faire, en imaginaire ou pas, c'est de réussir à écrire de l'épistolaire. Ça, c'est un deal avec moi-même un jour. Mais je suis pas sûre de sortir vraiment du... Peut-être, je ne ferme pas de porte, mais pour l'instant, je suis plus dans l'imaginaire et vraiment fantasy, potentiellement du steampunk, mais pas... Ouais, j'arrive pas trop à m'imaginer ailleurs pour le moment. Je comprends. C'est tout pareil pour moi. Alors, du coup, tu as choisi l'auto-édition plutôt, enfin là, sur ton dernier projet notamment. Mais tu disais que tu n'étais pas fermée non plus à l'édition classique. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu préférerais entre les deux? Pourquoi l'un plutôt que l'autre? À l'origine, je faisais partie des genres non, moi je vais être en maison d'édition, je veux rien faire d'autre de ma vie. Et en fait,
Et en fait, j'ai trouvé l'idée de Rêve à légende, qui était un calendrier de l'Avent. Et en fait, je me disais, comment dire, j'ai ce projet. J'ai rencontré Laura et du coup, je l'ai appelée pour faire une bêta lecture et tout. Et au début, je lui ai dit, je sais pas trop ce que je veux faire avec ce roman. Je sais pas si je vais aller en auto-édition ou si je vais aller en maison d'édition avec. Enfin, encore, je veux être accompagnée sur ce projet, mais je sais pas encore ce que je veux faire. Et le truc, c'est que j'ai écrit un calendrier de l'Avent en 25 chapitres, avec des chapitres qui sont pas dans le désordre, avec des énigmes pour aller d'un chapitre à l'autre. Et je me suis dit, mais en fait, les maisons d'édition, elles vont pas forcément me suivre comme j'ai envie. Et moi, je veux que mon livre, il soit comme j'ai envie. Du coup, je fais quoi? Je fais de l'édition indépendante. Mais je fais de l'édition indépendante avec une éditrice indé, avec une correctrice, avec une illustratrice pour la couve. En fait, je suis pas toute seule. Je me suis dit, ok, je vais pas forcément chercher les maisons d'édition, mais je vais faire tout le processus édito qu'il y a avec une maison d'édition, mais toute seule. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait. J'adore. On peut faire un livre vraiment de très bonne qualité en étant tout seul. Et du coup, maintenant, j'essaye de distinguer l'auto-édition que j'ai fait, je vois, pour l'auberge de Noël, avec ma petite romance TF1, TF1. C'est vraiment de l'auto-édition. J'ai tout fait toute seule, j'avais pas de correction, j'ai pas fait, enfin vraiment, c'est une blague. C'est ma petite Twingo à moi. Et en fait, après, j'ai travaillé vraiment, on va dire, sérieusement, et du coup, j'ai fait de l'édition indépendante. Enfin, tu vois, pour moi, c'est presque deux choses différentes. C'est pas l'un est mieux de l'autre, c'est vraiment différent, et du coup, ça met en valeur le côté professionnel, je trouve, le concept d'édition indépendante, et j'essaie de... On peut faire les choses bien, on a le droit. Et voilà. Du coup, c'est vraiment ça, le délire. Du coup, dernière question pour cette partie. Donc, tu disais que tu es aussi bêta lectrice professionnelle, coach pour autrice. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux aussi nous parler de À vrai lire? Alors moi, du coup, je suis bêta lectrice pro, coach d'auteur. J'accompagne les auteurs dans leur processus d'écriture, que ce soit dans l'écriture de leur manuscrit, dans leur propre recherche d'écriture, oser se lancer, comment on va chercher des éditeurs, qu'est-ce que c'est l'édition indépendante, enfin en gros toutes les questions qui peuvent se poser où j'ai des réponses. Quand j'ai pas les réponses, je les cherche. Je pars pas du principe que je sais tout, je continue de me former parce que voilà, je sais faire plein de choses, mais c'est bien de continuer à vérifier ses compétences puis voir si on n'a pas mélanger des sujets au fur et à mesure. Et du coup, j'accompagne plein d'auteurs, et en fait, avec une amie qui s'appelle Ludivine Aucher, qui est la relectrice. Elle est aussi autrice depuis très peu. Elle vient de finir son Ulule. Et en fait, elle est correctrice, traductrice, bêta lectrice depuis 5 ans maintenant. Et on s'est dit l'année dernière, écoute, on fait le même boulot. À nous deux, on peut accompagner quelqu'un de quand il commence à poser ses plumes, c'est ses mots sur le papier, à quand il est édité, puisque je fais de la maquette et j'ai des contacts. Alors, je fais pas les couvertures, mais j'ai des contacts d'illustrateurs et tout ça. Donc en fait, on pouvait accompagner quelqu'un vraiment sur un processus de A à Z. Et on s'est dit, mais pourquoi on montrait pas un truc ensemble? Parce que à nous deux, on a toutes les compétences éditoriales pour accompagner les auteurs. Alors on voulait pas être une maison d'édition, on voulait pas être autre chose que deux prestataires de services qui bossent ensemble sous le même symbole, tu vois, même logo, mais même bannière, c'est ça je cherche mes mots. Et du coup, on s'est dit, avec À vrai lire, on peut permettre aux auteurs de voir plus loin, d'avoir des professionnels qui peuvent répondre à toutes leurs questions sur tous les pans du livre, et du coup, pourquoi pas faire les choses ensemble. Et ça marche super bien, on est super contents. Enfin, on travaille super bien ensemble, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de voir les auteurs qui sont contents de bosser avec nous et qui se sentent accompagnés, en fait. L'écriture, c'est pas obligé d'être solitaire. On le répétera jamais assez. Très bien, du coup, on peut passer à la partie 2. Donc, dans cette partie, on va parler de tes habitudes d'écriture, et dans la partie juste après, du coup, on pourra parler de ton roman, et tu pourras nous le pitcher. Donc, première question, est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière? Jardinière, au fond. Au grand désespoir de Laura, je crois des fois. C'est vraiment, tu plantes ton idée et tu écris et puis tu vois. Ouais, beaucoup. J'essaye des trucs. Je fais pas. Alors,
semi-jardinière. Des fois, je construis un peu, notamment le world building. Souvent, j'ai une idée, j'ai besoin que l'univers, le système de magie se développe dans ma tête. Parce que j'ai lu Brandon Sanderson et que dans un de ses romans, il explique qu'on peut pas écrire des choses qu'on connaît pas. Et que du coup, je me suis dit, bah ouais, mais la magie, je connais pas, enfin en vrai. Et du coup, bah c'est comment lui donner aussi une structure, un truc qui fonctionne. Et ça m'avait hyper parlé à l'époque quand j'avais lu ça. Et du coup, bah je me dis maintenant, quand j'écris un système de magie, il faut... Alors tu vois, c'est le prix de la magie, tout ça, mais ça va plus loin, c'est comment ça marche dans le corps, comment ça fonctionne avec le reste du monde et tout ça. Et du coup, j'aime bien avoir des magies un peu crédibles. On se dit, ah ouais, c'est possible. Alors oui, c'est pas possible, mais ah ouais, c'est possible. Et du coup, je bosse un peu le lore dans ma tête en général, ou alors j'ai des notions qui pop dans ma tête pendant des mois, et puis à un moment j'écris une première phrase et je me dis, pourquoi pas, et puis j'écris un roman. Et mais en général, vers le milieu du roman, parfois j'ai déjà la fin dans la tête, donc je sais où je veux aller, mais je sais pas comment je vais y aller. Et à un moment, il y a tout qui se dessine et j'ai une trame et du coup, je me prends des notes sur la deuxième partie du roman, par exemple. Mais en l'occurrence, là, je vais écrire un tome 2 et du coup, je suis obligée d'être un minimum architecte parce que bah, pour la cohérence et tout, on n'a pas trop le choix. Ça fait un peu bizarre. C'est bien d'essayer toutes les techniques. Faut pas se cantonner à un seul truc, quoi. Ouais, moi je suis persuadée, et ça pour le coup c'est la professionnelle qui le dit, que en fonction des projets qu'on va faire, on n'a pas forcément besoin des mêmes techniques et on n'a pas une seule technique. On a la technique qui colle à ce projet-là et à nous à ce moment-là parce qu'en fait, tu vois genre le grand projet que je t'ai dit en 6 tomes, j'ai déjà toute la trame. Je sais qui meurt quand, je sais qu'est-ce qui se passe quand et ça m'a pas bloqué dans l'écriture, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on me dit pour Tisto 2, il faut que tu fasses un synopsis complet. Je suis en mode non, je peux pas. Parce que pour moi, vraiment, il y a des projets qui le permettent et des où c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est vrai, je te rejoins à 100%. À quelle fréquence écris-tu ? Joker, en fait, ça dépend des périodes. Quand je suis en train d'écrire un premier jet, en général, j'écris d'un coup. Enfin, d'un coup. Genre, pendant 2 mois, j'écris tous les jours. Et puis, j'ai pondu un premier jet plus ou moins propre. Vraiment plus ou moins. J'ai tendance à faire des premiers jets où je me laisse des notes et la moi du futur me déteste en général. Euh, et après, je laisse un peu couler. Puis après, j'ai la période de réécriture. Et après, du coup, je sais pas trop si j'ai une fréquence. Disons que quand j'ai décidé de m'y mettre et que c'est le moment, je lâche rien. Mais après, c'est une pause. Et si on me dit, tu peux écrire tous les mois des premiers jets, je pense que je kifferais, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est pas possible. On peut pas écrire que des premiers jets. Non, malheureusement. À moins d'être Amélie Nothomb. Est-ce que tu as une préférence d'horaire dans ton écriture ou de moment de la journée ? Alors, à mon grand dame, je crois que je suis bien meilleure la nuit. Et le problème, c'est que je me couche à l'heure des poules parce que je suis fatiguée. Et du coup, bah, quand j'ai de l'inspiration, je me couche tard. Et comme j'ai souvent beaucoup d'inspiration, je me couche souvent tard quand j'écris. Donc à la fin, je suis un peu sur les rotules, mais j'ai kiffé. En vrai, ouais, je sais pas. Je trouve que quand la nuit est tombée et tout, et qu'en fait j'ai plus de distractions, je peux vraiment y être à fond. Après, j'ai découvert là, notamment pour la réécriture et tout, que si je me motive bien, je peux être efficace en journée aussi. Ça m'empêche pas. Mais ouais, j'ai un peu un plaisir quand le monde est endormi de moi me réveiller un peu, tu vois. Mm-hmm. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. J'aime bien écrire le soir quand t'as rien d'autre à penser ensuite. T'es vraiment en mode, ben là, je fais ça. Et quand j'ai fait ça, je peux aller me coucher tranquille, quoi. Après, j'adorais écrire quand j'étais game master et lire pendant que je suivais les gens. Mais du coup, c'était des tout petits moments parce que comme en même temps, il faut que je surveille. Souvent, j'avais des périodes où je savais, là, ils ont 10 minutes pour trouver ces énigmes. Donc, si j'entends pas les bruits de l'énigme, c'est que ça va. Puis évidemment, je checkais parce que les gens font des dingueries dans les salles. Donc, j'avais toujours un regard en coin. Mais en fait, j'avançais et je me rendais compte, j'avais écrit 2 chapitres dans la journée, mais par petits bouts, tu vois. Et c'était trop cool. Trop bien.
j'adore. Et du coup, dans quelles conditions tu te mets pour écrire? Alors moi, pour le coup, je peux écrire n'importe où. Je suis partie de ces gens, j'ai pas besoin qu'il y ait du... Enfin, si, j'avoue. Quand il y a des gens qui parlent à côté, vraiment fort et tout, ça peut être compliqué. Mais je peux aller dans un café pour écrire, ça me gêne pas. Parce que c'est plein de gens qui parlent à plein de trucs différents, du coup... j'ai découvert que j'aimais bien ça. Des fois, je me mets de la musique. Et alors, je fais partie de ces gens chelous qui écoutent de la musique française pendant qu'elle écrit. Genre, vraiment des paroles en français. Donc, des fois, du coup, j'arrête d'écrire parce qu'en fait, je me fais happer par le truc. Mais, ouais. Après, des fois, j'en écoute pas du tout. Et ce que je préfère, c'est emmener mon truc un peu partout. Enfin, c'est de me dire, en fait, j'ai le droit d'écrire n'importe où. Du coup, je peux le faire. Et bon, globalement, ça va être chez moi parce que je suis plutôt dans mon salon quand j'écris. Mais en vrai, je peux aller n'importe où pour écrire et dehors, c'est grave cool. Mais bon, dehors le soir, tu vois, c'est un peu la loose. Donc là, c'est plutôt dans le salon qui me plaît. Et du coup, tu utilises quels outils pour écrire? Word. Je fais partie des gens très pragmatiques. J'écris sur Word et puis c'est tout. J'ai des carnets de notes à côté et comme j'écris comme un cochon, j'arrive absolument jamais à me relire. Donc là, je sais qu'il y a une super idée, par exemple, et puis je sais pas ce que c'est. Ça m'arrive très souvent. Je me dis mais j'avais débloqué ce passage et j'essaye de me relire et j'y arrive pas. Et je suis en mode, je me déteste. Voilà. Et sinon, j'utilise aussi le dico des synonymes de... Alors attends, je vais t'ouvrir le lien comme ça, je vais te dire comment il s'appelle. Le CNRTL, l'outil de ressources pour un traitement optimisé de langue. C'est un truc québécois, je crois, canadien. Je crois que c'est... Je sais plus. Mais c'est très utilisé en fac, etc. Moi, je l'avais utilisé à la fac. Je l'aime beaucoup. Et puis moi j'écris en fait et je fais pas beaucoup d'autres choses. J'ai essayé Notion, j'ai essayé Trello, j'ai essayé Write Control en version gratuite il y a longtemps, donc il a sûrement un peu évolué. J'avais écrit d'ailleurs ma romance de Noël sur celui-là, c'était assez rigolo. Mais en fait j'aime bien avoir un truc où il y a rien d'autre. Enfin, en fait, ça m'empêche de partir dans tous les sens. Par contre, j'adorerais avoir un Notion de folie sur mon world building pour m'y retrouver avec des trucs dans des machins. Mais en fait, je sais que si je commence à faire ça, vous me retrouvez dans 3 ans. Et en fait, c'est pas l'objectif, tu vois. Donc un jour peut-être. Ouais. Mais là, j'ai trop envie de continuer à écrire et pas me perdre. Donc je prends des notes. J'ai un fichier avec notes sur mon univers, notes sur mon cosmère, notes sur mes machins pour essayer de me retrouver des trucs qui font des pages et des pages. Donc pour retrouver une info, il faut que j'ai les mots clés. Mais je m'en sors encore à peu près. Tant mieux. Mais c'est vrai que Notion, c'est un truc, tu tombes dedans, après, t'as envie de faire plein de tableaux, t'as envie de faire plein de trucs, je peux tout faire dessus. Et, ouais, il vaut mieux pas s'y lancer si on n'a pas un peu de temps devant soi, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises ton écriture, du coup, de ton idée jusqu'à la version finale, à la publication? Alors, souvent je laisse macérer l'idée. Je vais commencer à essayer plutôt de me faire un petit pitch dans ma tête, genre et si il se passait ça, ou et si on était dans un monde qui se passe ça, enfin, ou alors ça va être un mot-clé qui va me faire réfléchir. En général, je la pitch à mon mec qui me fait quoi? Et moi je lui dis et ça, il me fait ouais, t'as encore une idée de projet? Je dis oui. Il dit comme d'hab, c'est cool. Je lui dis merde, merde comme d'hab, c'est cool. Et il me dit mais tu sais t'en as d'autres à écrire, donc prends genre note-le toi quelque part. En général, je la note quelque part. Des fois, je les retrouve jamais, mais des fois, je les retrouve. Après, donc je laisse macérer un peu ou pas. Ça dépend si c'est vraiment le moment où j'ai vraiment envie de. Voilà, il faut qu'il sorte. Des fois, c'est il y a un plus ou moins grand temps de macération au début. Après, il faut que je balance un premier jet. En général, j'ai besoin d'écrire vite. Les histoires,
elle dégouline, tu sais, genre elle découle. Moi, j'ai un premier jet un peu transcendantal. Enfin, je suis en transe et c'est trop bien et j'ai les mots qui sortent et j'ai pas peur de faire des phrases qui sont pas belles et j'ai vraiment un décomplexe du premier jet qui est très confortable. C'est que je m'en fous s'il manque un mot dans la phrase, je m'en fous s'il y a des fautes, je laisse sortir et je relis pas ce que j'écris, sauf si c'est parce que là il me manque quelque chose pour comprendre moi-même ou pour faire je me dis attends, j'avais dit un truc là-bas, il faut que je me souvienne de ce que j'écris parce que sinon je vais écrire un truc qui a pas de sens. Après je laisse macérer encore une fois que j'ai tout fini. En fonction du temps que j'ai, je laisse plus ou moins longtemps. J'aime bien laisser un bon mois si je peux pour vraiment que ça me sorte de ma tête, quoi. Genre vraiment, laissez-moi tranquille. Enfin, genre je pense à autre chose, je vais lire un bouquin qui a rien à voir. Enfin voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, si quand j'écris, je suis incapable de lire, presque incapable de lire, sauf si c'est un truc qui a vraiment rien à voir. Après, je me fais emporter par la lecture et puis j'oublie d'écrire, donc c'est pas très bien. Et du coup, souvent je relis un bouquin parce que ça me fait du bien, ça me fait passer dans une autre histoire et tout ça. Et ensuite, je fais la réécriture. Donc là, en général, je déteste la moi du passé qui m'a laissé des commentaires, qui m'a dit vérifie ça, c'est cohérent, prends une note pour ci. Donc je fais une première passe de lecture où je prends des notes pour vérifier que j'ai pas raté quelque chose, que il y a le rythme qui est bon, puis je corrige les petites phrases qui veulent potentiellement rien dire ou mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ici. Après, je le prends, redénote sur mes notes. Enfin, je me fais un schéma d'attaque de comment je vais faire ma réécriture. Genre vraiment, écoute, là, tout ce truc-là, c'est pas clair. Enfin, tu vois, je réfléchis à comment je le structure. Donc là, je suis en mode vraiment plutôt architecte. Genre, il faut que tu mettes telle info dans ce chapitre. Ici, il faut que tu fasses vraiment ça. Et là, ça devient hyper cadré. Et du coup, après, je fais la grosse réécriture. Après, je fais Laura. Après, je me fais massacrer. Après, je refais une réécriture. Après, des fois, on fait des allers-retours. Souvent, on fait des allers-retours. Des fois, on fait des gros allers-retours. Des fois, on fait des petits allers-retours. Ça dépend des romans et de voilà. Sur Tisto, ça a été vraiment hardcore. Mais la fin est vraiment cool. Et puis après, une fois que c'est fait, il y a la correction. Et puis, en général, il y a un financement participatif. Et puis après, il y a une impression et les gens, ils l'ont dans les mains. Et c'est grave cool. Ok, donc c'est bien rodé tout ça. Du coup, en moyenne, tu fais combien de réécritures ? Ça dépend vraiment des romans. Pour Deux rêves à légende, j'ai fait une réécriture toute seule, une avec Laura, donc on va dire 2. Avec quelques micros allers-retours sur des petits passages, mais il y en a vraiment 2. Après, pour le carnet de ma légende, il y en a eu une. Enfin, en fait, en gros, il y a eu c'est super, maintenant tu me redéveloppes ça, je relis un passage et c'est marre. Et c'était suffisant. Après, c'était un beaucoup plus petit roman parce qu'il y avait genre que 46 000 mots. Enfin, c'était vraiment un tout petit roman. Pour Tisto, c'est la V7 que j'ai envoyée à Laura. Donc, autant te dire que je l'ai vraiment beaucoup retravaillé parce que le premier jet, c'était nawak, il y a plein de trucs qui allaient pas. Et du coup, j'ai essayé de refaire. Puis toute seule, j'ai ramé. Du coup, j'ai envoyé une V7 à Laura qui m'a dit écoute c'est mignon mais ça va pas, non, elle m'a pas du tout dit ça comme ça, elle m'a dit écoute c'est quand même vachement bien, les trucs allaient bien, mais il y avait des choses qui étaient pas assez poussées et j'avais pas trouvé la fin et j'étais un peu perdue sur la fin du roman. Et du coup elle m'a mis des petites claques comme elle sait bien faire. De toute façon quand je fais appel à elle, c'est pour me prendre des petites claques, donc tout va bien. Et du coup j'ai rebossé le truc, j'ai tout refait. Donc, elle a tout relu, la pauvre. Et là, c'était vachement mieux. Puis j'ai dû retravailler des passages. Et du coup, au final, c'est la V9 que les gens vont avoir dans la main, quoi. Donc, comme j'avais écrit Tisto avant d'écrire De rêve à légende, je pense qu'il y avait cette faille de je savais pas encore exactement comment mener à bien le projet pour l'édition. Donc, je pense que maintenant, ça va être rare les fois où il y aura autant de versions. Parce que je sais assez les préparer en amont, même si je suis pas architecte. Mais je garantis pas d'y arriver à chaque fois. Ouais, c'est vrai que 9 versions, ça commence à faire beaucoup, quoi.
Ouais, Là, à partir de 4, déjà, je trouve ça beaucoup. Alors 9. Dis-toi que Ludivine avait parié sur 12. J'étais hésitée. Ça va alors. T'avais de la marge encore. Est-ce qu'il y a des livres que tu aimes lire pour t'aider à écrire? Je sais pas. On m'a déjà posé cette question et en fait, je crois que j'aime lire tous les livres. Que dans tous les cas, ça m'aide à écrire. Enfin, j'apprends des trucs dans toutes mes lectures. J'aime beaucoup relire la saga du Fils des Brumes de Sanderson parce qu'en fait, un de mes rêves ultimes, c'est que ce que cette saga m'a fait ressentir, j'arrive à le faire ressentir à quelqu'un. Du coup, ça me motive. Après, il y a des livres qui ont fait des tilts dans ma tête, mais ça veut pas forcément dire que je vais les relire. Enfin, les livres de ma bibliothèque, c'est potentiellement que des livres que je peux avoir envie de relire, donc je vais sûrement les relire un jour. Mais je dirais pas qu'il y a des livres qui me donnent envie d'écrire ou qui me font écrire. Il y a des livres qui vont me faire réfléchir à comment j'écris, pourquoi j'écris, mais j'ai pas de livre qui me donne envie d'écrire. Je pose cette question parce que j'ai souvent des auteurs qui ont des livres un peu, comment dire, de théorie de l'écriture, où, par exemple, celui qui revient le plus, c'est l'anatomie du scénario. Je sais pas si les gens l'utilisent vraiment. Moi, je l'ai acheté, je l'utilise pas. Il y a aussi le thésaurus des émotions, des choses comme ça, tu vois. Eh ben écoute, je vais le recevoir celui-là, donc peut-être j'aurai changé d'avis après. Le thésaurus des émotions? Ouais, je l'ai gagné dans un concours, du coup je vais le recevoir, donc peut-être qu'après, voilà. Si, il y a le livre Trop de Brajlon, pour le coup, il va pas me donner envie d'écrire, mais il me fascine, et à chaque fois que je lis des trucs de Trop, je me dis « Ah, trop bien une histoire avec ça, ce serait trop marrant ». Mais ça m'a donné envie d'écrire, mais pourtant j'ai rien écrit avec encore. Ça me fait juste me dire ah ouais, cette robe là c'est super cool, et puis dans mon boulot de toute façon c'était intéressant de le lire pour mes auteurs. Donc, dans tous les cas, en fait je pense que de base nos lectures, nos réflexions, notre vie de tous les jours, tout ce qu'on va lire, ça nourrit nos écritures d'une certaine façon. Donc autant pour de la mise en page, tu vois, je vais avoir mon truc à côté pour checker ce que je fais. Autant pour l'écriture, je suis pas très sérieuse comme fille. Bon, de toute façon, il faut s'amuser dans l'écriture. Je crois, ouais. Alors du coup, pour la partie 3, on va parler de ton projet. Et donc j'aimerais bien que tu nous pitches du coup ton roman. Donc Racontisto. Ouais. C'est le nom de la saga, ça, c'est ça? Racontisto, c'est le nom de la saga, et le racontard, c'est le tome 1. Alors, on est dans un royaume qui s'appelle le royaume de l'Oasis, qui est dirigé par le prince Cassandre depuis la citadelle, qui est la capitale de la ville. Et dans ce royaume, tous les gens ont de l'or qui circule dans leur corps, comme les veines, comme le sang, comme le chi. Voilà, c'est un truc qui circule dans le corps, et à plus ou moins grosse dose. Et cet or permet d'avoir de la magie qui révèle des talents. Donc ceux qui possèdent l'or et qui peuvent en faire de la magie, ceux qui possèdent beaucoup d'or et qui peuvent en faire de la magie, s'appellent les talentueux, parce que c'est lié à l'art principalement. Donc quand on est conteur, quand on est chanteur, quand on est danseur, quand on est graveur, tatoueur. Mais on peut être aussi avec les sens, être des oreilles, être des yeux, être du nez. Donc on a les sens qui vont être surdéveloppés, ou des capacités mentales, comme la mémoire par exemple. Donc là, donc tout le monde peut plus ou moins avoir accès à cette magie plus ou moins forte, mais pour pouvoir la développer et la maîtriser, il faut passer par l'Institut du Prince Cassandre, et pour ça, il faut être sélectionné, il faut être repéré, il faut avoir une bonne quantité d'or, mais surtout, il faut éclore, et ça arrive à peu près à l'adolescence, où ça se réveille en nous, et potentiellement, on peut avoir un don. On peut aussi avoir un don et jamais s'en être aperçu, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de. Enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Sauf que du coup, le prince Cassandre, il a une façon de diriger, un petit peu problématique. Il va être très dans le contrôle, il va avoir instauré un couvre-feu, il y a des tickets de rationnement, il y a de la milice à tous les coins de rue. Enfin bref, on est vraiment dans un monde hyper rigide, un prince qui est ultra contrôlant.
Et on a un petit jeune des rues qui s'appelle Baptisto, qui raconte des histoires à la bande de mioches dans laquelle il vit. Il est orphelin et il leur raconte des histoires parce que lui, il a l'espoir qu'en racontant des histoires, on peut changer un peu les choses. Et c'est un garçon qui a jamais su mentir, qui a jamais su tricher, donc il travaille honnêtement depuis toujours dans un monde de mensonges et de contrôle. Et il se dit, si j'avais pu être conteur, parce qu'il a passé l'âge où on est censé avoir la puberté, du coup il pense que pour lui c'est fichu. Il dit, si j'avais pu être conteur, j'aurais pu monter là-haut dans les tours, aller à cet institut et leur montrer que peut-être on peut faire les choses autrement. Peut-être juste ils s'en rendent pas compte en fait, qu'ils sont en train d'être hyper violents, qu'ils font de la merde. Peut-être que si on leur dit, ça pourrait être différent. Donc il a un peu cette naïveté et pourtant il a hyper conscience de la violence. Il sait que peut-être c'est pas aussi simple, mais il a cet espoir que ce soit possible. Et il s'avère qu'il va éclore un peu plus tard que les autres. Et là, on va lui proposer l'option de soit il va aller se faire endoctriner par l'institut, soit il peut fuir et aller s'instruire ailleurs. Et il faut lire le livre pour savoir la suite. On ne dira pas où il va. Alors, du coup, comment tu as eu l'idée de cette histoire ? Écoute, dans un carnet de notes, j'ai des notions que j'ai écrites ou des phrases que j'aimais bien, que j'avais entendues, que j'écris au fur et à mesure de la vie. J'avais bleu fantôme que j'avais entendu dans une classe de CP, que je trouvais très jolie par exemple comme notion. Et un jour, j'avais écrit chausse nuit. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ça, mais j'aimais bien l'idée de chausser la nuit. Je savais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire. Et compteur d'or, j'aimais beaucoup l'association sonore de ce que ça faisait. Et je me suis dit, du coup, une magie qui serait de l'or, pourquoi pas. Et puis un conteur qui raconte des choses et que un peu en poussière d'or, tu sais, comme dans... il n'y a pas de poussière d'or dans La Croisée des Mondes, mais la poussière de La Croisée des Mondes m'a sûrement un peu inspiré ça aussi. Et je me suis dit, mais s'il racontait des choses un peu comme le marchand de sable dans les 5 légendes et que ça apparaissait en poussière, ce serait pas hyper joli. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et puis cette idée est restée en stock pendant très longtemps parce que je savais pas comment la mettre en place. Et il y a eu ce concours de Brajlon il y a très longtemps, il y a 4-5 ans maintenant, 4 ans. Et je me suis dit, mais est-ce que j'essaierais pas de faire quelque chose avec cette histoire, avec cette idée? Et j'avais rien. Au début, j'avais vraiment rien. Et en fait, j'ai écrit un dialogue qui est le début du premier chapitre de Racontisto. Et je me suis dit, ouais, ok, faut que j'écrive ça. Et puis, et là, je savais pas où j'allais. Quand j'ai écrit la première version, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et voilà. c'est allé en mode, wouh, allons-y. Full jardinier, quoi. Ah oui, là, un peu trop presque. Hein. C'était vraiment, je savais pas ce que j'allais faire, quoi. Mais du coup, j'ai découvert le monde. En fait, c'est vraiment un premier jet qui m'a permis d'aller me dire, il se passe ça ici. Ça fonctionne comme ça. C'est intéressant. Et du coup, j'ai découvert tout mon world building. Et du coup, quand j'ai réécrit après, en fait, je maîtrisais tellement tout parce que j'étais allée tout explorer avec mon personnage que j'ai pu me dire, ok, donc en fait, ça, dans l'histoire, je le sais. Mais c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Et du coup, j'ai pu reconstruire les choses pour que ça fonctionne. Mais je trouve que c'est une excellente manière de faire, justement, d'imaginer son world building en écrivant. Parce que sinon, on a tendance à prendre plein de notes avant. Et une fois que t'écris, tu te rends compte que déjà, il y a la moitié des trucs que tu utilises pas. Et en fait, il y a des choses auxquelles t'as pas du tout pensé. Et t'es obligé d'y penser pendant l'écriture. Donc au final, je pense que ça fait gagner du temps quand même de faire ça, quoi. Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour celui-là. Pourquoi tu as choisi de faire une campagne Ulule, du coup ? Parce que ça coûte un peu de l'argent pour pouvoir faire les choses correctement. Parce que du coup, comme je te disais, je travaille avec des professionnels et je pars du principe qu'on doit tous être justement rémunérés. Enfin, c'est normal. Donc pour payer Laura, pour payer Andy pour son soutien dans le marketing, pour payer l'illustratrice pour la couverture. Bon là en l'occurrence j'ai travaillé aussi avec d'autres professionnels pour les goodies qui sont aussi rémunérés correctement. Mais il y a aussi l'impression, et en fait si je veux offrir un livre de bonne qualité qui est avec un bon papier, qui a potentiellement de la dorure, des entêtes de chapitre, du jaspage,
Voilà, tout ça, je peux pas le faire toute seule parce que j'ai pas assez d'argent. Et parce que ça permet aussi de voir l'engouement qu'il y a derrière le projet. Si j'ai que 3 personnes qui sont intéressées à ce projet parce que j'ai pas réussi à aller parler à plus de gens, peut-être qu'il faut pas que j'aille plus loin. Et c'est ok. Enfin, c'est pas confortable, ça fait pas plaisir, mais c'est ok. Euh, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un livre à la fin, quand je l'ai dans les mains, quand je suis fière et quand les gens ils le reçoivent, ils ont un vrai bon livre. Ils ont pas. Désolée pour ceux qui utilisent Amazon, je comprends complètement, mais moi, j'ai pas envie de sortir un livre sur Amazon. J'ai pas envie voilà. Je suis pas. J'ai envie d'avoir un livre où je me dis, waouh, cet objet quand je le touche, quand je le manipule, bah, il fait pas, impression à la demande, quoi. Mais je Ouais. comprends que tu l'utilises, hein. Pas un reproche pour les autres, c'est un choix très personnel. Non, mais je comprends aussi. Franchement, c'est super. Et est-ce que... Donc déjà, combien de tomes tu as prévu sur cette saga? Il y en a que Ok. 2. Ouais. Ok. Et du coup, tu feras une campagne Ulule pour le tome 2 aussi? Il y a des chances. Sauf si le tome 1 permet tellement que ça va. Mais en fait, je trouve que Ulule, déjà, il y a des choses aussi qu'il faut prendre en considération. Ulule permet de rassurer les gens. C'est-à-dire, c'est une plateforme sécurisée. Si j'atteins pas les 100%, tout le monde est remboursé. Et après, on peut débloquer des choses ensemble. On peut débloquer des paliers, on peut débloquer une qualité de livre différente. Ce qui fait que moi, si j'ai pas, entre guillemets, beaucoup de sous, je peux quand même proposer quelque chose de sympa aux gens. Mais si on débloque plein de trucs, et en plus de potentiellement au bout d'un certain nombre de pourcents gagner de l'argent moi, parce que à 100% clairement là je gagne pas d'argent, mais la première chose que je vis c'est proposer un projet qui plaise aux gens et un roman qui va être bien dans leurs mains et payer tous les gens qui ont travaillé dessus. Mais Ulule, c'est aussi proposer des goodies particuliers que je vais pas faire sur mon site internet. Donc il y a un côté un peu exclusif de si on est sur Ulule, si on y participe avant la fin de la campagne, on peut avoir des objets qui sont en lien avec l'univers qu'on n'aurait pas autrement. Et ici, par exemple, j'ai travaillé aussi avec Barbara Création Book Cover, qui est une relieuse artisane française. Et elle va faire 10 exemplaires reliés collector pour ce roman. Et si on n'est pas sur le LUL, il y en aura plus d'autres, ni sur son site, ni sur le mien, c'est fini, quoi. Et je trouve ça incroyable de pouvoir proposer ce genre de choses aux gens. Et du coup, ça me fait plaisir de faire ça. Puis j'avoue qu'il y a plein d'émotions trop ouf. Enfin, Ulule, ça me fait vriller complètement dans ma tête. Enfin, à la fois, je suis en mode, ouah, c'est trop bien, en mode, oh non, ça marche plus, oh, c'est trop fou. Puis après, il faut faire les colis, puis après, ça fait plaisir, puis on envoie, puis on a des retours. Enfin, ouais, ça fait plein d'émotions et moi j'adore avoir des émotions, même si des fois c'est pas confortable. J'adore. Ulule, c'est un peu l'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Quels sont les thèmes principaux de ton roman? Alors déjà, on a une quête de l'élu. On est sur une fantaisie classique à ce niveau-là, parce que moi c'est une trope. Enfin, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est genre pourquoi cette personne. Alors pour le coup, moi j'aime bien le travailler sur le fait que c'est pas juste l'élu de Dieu, pouf, c'est lui, on sait pas trop pourquoi. Enfin, j'aime bien avoir une raison de comment ça se fait que c'est lui et pas un autre et pourquoi on a des attentes sur lui. Ça c'est pas juste une prophétie. Euh, Même si ça me dérange pas d'en lire, j'avais envie d'aller autre part. La question de la place dans le monde, toujours. Enfin, une quête d'identité. Je crois que j'écrirai jamais un roman où il y a pas cette quête identitaire. Peut-être un jour j'en aurai plus besoin, mais pour l'instant il y en a. Il y a la notion de la famille, enfin le found family. Est-ce que la famille c'est le sang, c'est pas le sang? Comment ça se construit? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à une personne? Quel que soit ce qui se passe autour, ça c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et dans Tisto, il y a le rapport à la vérité. C'est quoi la vérité? Quand est-ce que c'est ok de mentir? Est-ce que c'est ok de mentir? Est-ce que en disant la vérité, on peut forcément y arriver? Est-ce que mentir pour une bonne raison, avec une bonne cause, c'est une mauvaise chose ou pas? Voilà, il y a toute une notion sur l'honnêteté qui est hyper importante avec un personnage qui refuse en fait de pas être honnête. Il peut pas, il y arrive pas. C'est impossible pour lui de tricher et peut-être il va pas avoir le choix et du coup il va pas être très bien avec ça. Et puis en l'occurrence dans ce tome-là il y a le fait de grandir quand même.
Et puis bon, il y a tout cet art de magie avec les arts et tout. Enfin, c'est un peu amusé là-dessus quand même, quoi. Et grosse injustice de classe sociale, j'y pense jamais, mais apparemment c'est un thème important. Très d'actualité. Quelles sont les scènes que tu as préféré écrire dans ce roman? Alors, ça peut être soit une scène en particulier qui t'a marqué, soit le fait plutôt d'écrire les dialogues parce que tu adores faire les interactions entre tes personnages ou plutôt les descriptions, etc. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai adorées dans ce roman, mais un des trucs que je préfère, c'est le langage des rues que j'ai inventé. Mes personnages ont une façon de parler. Alors, enfin, les pauvres, les gens d'en bas, ils ont clairement une façon de parler qui est pas comme les gens d'en haut. Donc vraiment, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. C'est un rêve depuis toujours de réussir à reconnaître quelqu'un dans un dialogue, tu sais, à reconnaître à une personne sans qu'elle ait même besoin d'être citée. C'était un rêve et je crois que j'ai réussi à le faire avec celui-là. En tout cas, les retours sur des premiers SP, t'inquiète, les premiers SP, ils tiquent tous sur la langue en mode, enfin, un tic positif, ils sont en mode, waouh, la langue, c'est trop cool et tout, j'adore. Et donc je me dis, waouh, parce que j'avais vraiment peur, parce que moi j'ai kiffé, mais pour moi c'était un peu qui tout double, c'est soit t'adores, soit t'accroches pas, et c'est possible, enfin, tu vois, tous les goûts sont dans la nature, on n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes choses. Donc ça, j'ai vraiment adoré l'écrire. Et, et après, je pense que ce que j'aime, c'est les moments intenses de relation. Et il y a plusieurs passages dans le roman où il se passe un truc avec un autre personnage. Enfin, il y a une interaction, il y a soit un lien qui se crée, soit un lien qui se rompt, soit un truc qui se met à se comprendre entre deux personnes. Et ça, c'est un truc que j'adore, c'est montrer comme quoi c'est les petites choses qui font les grands liens et pas juste genre hey, je t'aime, ah moi aussi je t'aime, c'est cool. Enfin non, c'est genre écoute, t'as vu là c'était tout petit mais je t'ai tendu la main, est-ce que tu t'en es rendu compte ou pas, et à quel point ça peut être des fois dur de le faire. Et s'il n'y a pas de relation amoureuse dans le tome 1, il se peut qu'il y en ait un dans le tome 2. Voilà. J'adore. Et au contraire, quelles sont les choses que tu as le plus détesté écrire ou qui ont été peut-être les plus difficiles? Le truc le plus difficile, ça a été de faire souffrir Tisto. C'est ce qui a rendu la réécriture très compliquée et très lente. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu autant de réécriture, parce que mais parce que Tisto c'est trop une bonne personne et du coup vraiment lui faire mal. Mais c'était obligatoire en fait, parce que s'il était pas traumatisé, il pouvait pas avancer, il pouvait pas évoluer, il pouvait pas se poser des questions, il pouvait pas se tromper. Et s'il peut pas se tromper, s'il peut pas changer, bah il y a pas d'histoire. Ça avance pas. C'est pas possible. Enfin, c'est pas crédible. Et du coup, j'ai dû lui faire mal. Et c'était horrible. Et dans le tome 2, ça va être encore pire. Je vais me détester. Mais bon, là, pour l'instant, apparemment, à la fin du tome 1, on m'aime pas trop, quoi. J'ai fait une fin de tome comme je les déteste. Genre, je me détesterais de lire mon propre livre, tu vois. Ah ouais, super. Génial. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement marqué en l'écrivant et qui te touche toujours autant quand tu la relis aujourd'hui? Il y en a une que j'adore, qui, moi, me fout les poils à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est une scène qui me touche énormément. C'est la scène du fond de famille. Enfin, vraiment, c'est un moment où on n'a pas de doute. C'est vraiment ce moment-là. Mais potentiellement, je peux juste dire, c'est la scène mon oncle. Voilà. Puis ceux qui lisent, ils sauront. Ok. Donc, lisez-le. Participez à la campagne Ulule. En même temps, c'est un peu l'idée, hein. Est-ce que tu as une anecdote sur un moment où tes personnages ont fait ce qu'ils voulaient et où tu as dû t'adapter? Tu vois, la page 1 jusqu'à la page 540. À peu près toutes ces pages. C'est vrai que cette question, c'est vraiment, si t'es jardinier, bah, c'est tout le temps, en fait. Et moi, c'est tout le temps. Mais alors, moi, ce que je remarque souvent, c'est que je fais popper un personnage. Moi, c'est pas tant mon personnage. Bah, si, mon personnage principal. Enfin, Tisto, il m'a pas trop embêté, pour le coup. Mais c'est plutôt, il y a des gens qui pop autour. Je les ai pas prévus. Et eux, genre d'un coup, je les surkiffe. Et je sais pas quoi en faire.
Je sais pas quoi en faire, mais j'avais pas prévu et ils prennent une importance de ouf et je les adore et je me dis mais what? Quoi? Et en fait, sans eux, ça aurait pas la même gueule, tu vois. Et je pense au personnage de Volange, par exemple, qui est un personnage que je surkiffe, que j'avais pas prémédité et et qui a une super importance. C'est un personnage secondaire, tu vois, mais sans lui, ça aurait pas eu la même gueule. Du coup, merci d'avoir popé, quoi, tu vois. Est-ce que les personnages que tu écris te ressemblent? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, oui. Enfin, je pense que tous les personnages, ils ont toujours une partie de nous ou une partie de ce qu'on voudrait pas être. Enfin, tu vois, ils nous ressemblent tous dans ce qu'on on revendique ou ce qu'on n'est pas d'accord. Enfin, je veux dire, je peux écrire des personnages qui font des trucs horribles, mais que je cautionne pas, et du coup, ils sont pas du bon côté, tu vois. Par exemple, dans De rêve à légende, Cassiopée, il y en a plein qui me disent ouais, je t'ai trop reconnu dans j'ai dit ben dans les 3 personnages en fait. Les 3 personnages c'est moi. Si tu prends les 3 ensemble, ça fait moi. Mais si tu les prends séparés, c'est pas exactement moi. Mais il y a celle que j'aimerais être, celle que j'ai été et celle que je suis un peu, tu vois. Enfin, c'est un peu et pourtant il y a un garçon dedans. Mais voilà, dans le carnet de ma légende, il y a des choses qui viennent de moi, mais le personnage il est assez différent. Il se pose des questions que je me pose, mais je me le suis pas approprié. Et Tisto, c'est vraiment une moi du passé. Enfin, c'est vraiment une Betty qui. C'est aussi sûrement pour ça aussi que ça a été hyper dur de le faire souffrir. C'était faire souffrir la Betty qui était encore pleine d'espoir sur plein de choses dans le monde. Euh, et à un moment, il faut se réveiller, quoi. Et c'est pas confortable de se réveiller. Et j'aime bien cette partie de moi qui est encore pleine d'espoir et qui est persuadée que le monde pourrait devenir un monde de bisounours si tout le monde faisait un petit peu un effort. Euh, Tu vois, s'il suffisait que j'appelle des gens qui font la guerre pour leur dire non mais arrêtez, c'est pas bien. Vous voyez, les gens ils souffrent, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire monter le prix du pétrole parce qu'il y a des gens ils sont pauvres, tu vois, genre arrêtez de vous en foutre plein les fouilles, ça sert à rien. Et je me dis peut-être ça pourrait marcher, peut-être juste personne leur a dit quoi. Mais en fait non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Enfin, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Et et du coup, je pense que c'est un moment où moi aussi j'ai arrêté d'être un bisounours complètement. Enfin, alors je le suis toujours. Je pense que je le serai toujours un peu et je continuerai à faire l'autruche parce que c'est vachement plus confortable. Mais je le fais en conscience, tu vois. Je le sais. Je sais que là, je suis en train de faire exprès de ne pas regarder, que c'est horrible parce que sinon, ça vaut pas le coup. Et donc, Tisto, c'est une vraie part de moi. Et en même temps, maintenant, il est vraiment différent. Parce que pour le coup, lui, il se laisse pas faire. Ouais, non, c'était moi et puis ça a arrêté de l'être. Enfin, tu vois, j'ai réussi à faire les 2 dernières écritures, j'ai fait, OK, on n'est plus la même personne, en fait. Maintenant, faut que t'ailles faire ta vie de personnage et moi, je vais faire ma vie de vraie personne dans ma vraie vie. Et, faut dire, j'ai pas de magie, en fait, moi. À un moment, faut que j'accepte que moi, quand je raconte des histoires, il n'y a pas des trucs qui pop autour de moi pour montrer ce que je suis en train de raconter, tu vois. Ce serait trop bien, mais ça n'existe pas. Est-ce que tu saurais nous dire quel est le personnage préféré que tu as créé? Quel est ton personnage préféré parmi tous ceux que tu as créés? Je crois que c'est un personnage secondaire. Je crois que mon personnage préféré, c'est Ruben dans le carnet de ma légende. C'est à la fois un petit garçon et à la fois un vieillard. Tu vois, on est un peu sur de la sagesse enfantine malicieuse. Et, euh, et j'adore ce personnage que j'avais pas du tout vu venir. Enfin, vraiment, j'adore ce qu'il dégage. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré, qu'on croise presque pas, hein. Enfin, pas beaucoup, et qu'on recroisera peut-être. Euh, et sinon, après, dans tous les personnages principaux, je les adore, tu vois. Enfin, je pourrais t'en dire un par roman plutôt, mais un seul. Si je devais en choisir un seul, je crois que je choisirais celui-là. Mais Et dans ton dernier, du coup, ce serait qui? dans le dernier. On va dire que si j'ai pas le droit de dire Tisto, parce que c'est trop facile, euh, je pense que mon personnage préféré, c'est Léora.
qui est pas du bon côté. Très bien. Est-ce qu'il y a un élément que tu veux absolument caler dans ton ou tes romans? Quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu te dis, non, ça y sera coûte que coûte. Alors dans le premier, enfin pour le coup dans Deux rêves à légende, j'ai réussi à caler une phrase de Princess Bride. Je suis pas sûre que les gens la voient, mais mon mari a tiqué dessus hier, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit enfin quelqu'un qui l'a vu. Voilà. Dans Tisto, pour le coup, moi je pense que tous mes romans ils sont là pour montrer qu'on n'est pas obligé d'être ce qu'on attend de nous, un petit peu. Tu sais, enfin moi j'ai vraiment cette quête d'identité de même si on colle pas à l'univers dans lequel on a notre place, tu vois. Enfin, et on peut la trouver, on peut la chercher. J'ai pas forcément d'objectif. J'aimerais bien montrer la diversité aussi. Par exemple, j'ai un personnage qui est pas tout mince et qui est super belle, mais elle est en rondeur. Et je trouve ça super chouette de pouvoir proposer ça. Dans Tisto, je vais avoir des choses aussi avec des couleurs de peau. Parce que j'ai envie de montrer qu'on n'est pas tous pareils dans tous les peuples et que c'est ok. Enfin, tu vois, genre ils ont des habitudes et des trucs qui sont différents. J'essaye de montrer qu'on a le droit de respecter les femmes dans la vie de façon générale. Mais je sais pas si j'ai vraiment un combat. J'aimerais bien avoir des combats et défendre des choses. Mais déjà, je défends le droit d'exister. Je crois que c'est pas mal. Mais je trouve que le droit d'exister, ça englobe tellement de choses que c'est beau déjà. Mais pour le coup, tu vois, dans le carnet de ma légende, j'ai un personnage queer. J'ai un personnage qui est ni un homme ni une femme, pour le coup. Qui peut être les deux, au choix. Enfin, ça elle fait ce qu'elle veut. Enfin, ça dépend du moment du roman, c'est il ou c'est elle. Et je l'avais fait lire à une personne qui est fluente, enfin qui peut changer parce que je savais pas trop et je voulais pas faire ça sans respect et du coup pour moi le lecteur sensible était hyper important pour ce passage-là et apparemment je l'avais fait respectueusement parce que du coup j'étais contente parce que moi c'est pas parce que je connais pas que j'ai beaucoup de respect pour tous les gens. Enfin, moi, j'aime vraiment tous les gens. Alors oui, j'ai des préférences. Je suis blanche, je suis hétérosexuelle. Enfin, vraiment, on est sur basique, tu vois. Mais je suis une femme. Attention. Mais du coup, ouais, j'ai envie de respecter tout le monde. C'est pas parce que je représente pas forcément ça que j'y pense pas. Et et j'ai envie que tout le monde se sente bien quand on lit mes livres, tu vois. Enfin, c'est important. Est-ce qu'il y a une scène que tu avais en tête avant de commencer ton projet? Alors pour celui-là, pas du tout. Hein. Pour C'était celui-là, full jardinerie. La première scène, peut-être la première. mais je l'avais le même pas en premier tête. En fait, dialogue. j'ai écrit la première phrase et je me suis dit c'est cool. Et puis j'ai écrit une autre phrase et puis j'ai écrit le passage et j'ai fait mais c'est trop bien. Ouais, hyper modeste hein la fille. Euh, mais euh, mais ouais non vraiment juste j'ai kiffé quoi. J'adore. Bah, tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu as déjà pleuré en écrivant? Non, je crois pas. Ça me dit rien comme ça. En me relisant, j'ai déjà eu de l'émotion. Mais alors pleurer en lisant, c'est très rare. Hein. Je crois que ça m'est arrivé genre une fois au collège et j'ai déjà été émue, mais pas en pleurer. Hein. Et pourtant, je lis des trucs où tout le monde sort les mouchoirs. Donc, écoute, je crois pas. Et pourtant, je suis une Ok. madeleine dans la vie, mais pas quand je lis, tu vois. Ouais, je suis un peu pareil. C'est très rare que j'ai vraiment les larmes, quoi. Dernière question, du coup. Quelle est la pire recherche internet que tu aies faite? Je crois que je vais être assez décevante hein, là-dessus. Parce que je crois pas que j'en ai fait des masses. Tu as le droit, hein. C'est plutôt Je une cherche, hein, mais je me souviens pas d'avoir fait des trucs genre horribles, genre temps de décomposition ou des trucs comme ça. J'ai fait des recherches sur les dictatures et sur
voilà, comment faire des mondes vraiment, le couvre-feu, comment ça marche, c'est quoi un État totalitaire et des trucs comme ça, mais c'est pas hardcore comme recherche, quoi. Ok. Non, mais très bien. On n'appellera pas le FBI, du coup. Sauvé. Est-ce que avant, je peux dire un truc sur mes livres qui est particulier qu'on n'a pas abordé, ou c'est pas le sujet? Oui, bien sûr. Non, je t'en prie. Ouais, du coup, comme je fais de l'édition indépendante, j'essaye de faire des livres qui sont un peu différents des autres, et c'est des livres qui sont tous interactifs, d'une certaine façon avec les lecteurs. Donc, De rêve à légende, c'est un calendrier, comme je t'ai dit, les chapitres, ils sont pas dans le bon ordre. Il faut résoudre une énigme pour trouver la page du chapitre suivant pour avoir vraiment l'effet calendrier quand on cherche les cases. Pour le carnet de ma légende, le personnage principal a annoté sa propre histoire et il a fait des croquis à la fin pour expliquer des trucs. Et c'est expliqué pourquoi il peut annoter. Alors, c'est pas juste malubis, c'est vraiment justifié dans l'histoire. Et dans Raconte Histo, la question s'est posée, c'est là, si je fais quelque chose d'interactif, on attendra de l'interaction de moi. C'est le 3e roman, genre après, j'aurai plus le choix. Est-ce que je veux faire ce choix-là ou pas? Et oui, je veux faire ce choix de quand je fais de l'édition indépendante, je fais des choses autrement. Potentiellement, si un jour je travaille avec une maison d'édition, bah on verra, ce sera pas obligatoire. Mais en édition indépendante, je veux proposer ça. Et du coup, avec Raconte Histo, à chaque fois, là, tous les gens qui vont acheter le livre, ils auront une lettre scellée avec, que le personnage a dans le roman, mais qui est pas écrite dans le roman. Et il y a un passage qui est codé. Et ce qui fait que si on lit le roman correctement et qu'on comprend comment la lettre est codée, ben, potentiellement, on peut avoir des informations en plus. C'est pas juste un livre, tu vois, c'est un livre et une lettre, mais ensemble, bah, il y a encore un truc en plus, quoi. Pour toi, un bon chapitre doit comporter combien de mots? Tu parles à l'autrice, la lectrice ou la bêta lectrice? Parce que là, on va avoir 3 avis différents. Bah écoute, tu peux donner les 3 avis. La bêta lectrice, elle te dira, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de mot parfait, il y a une continuité à respecter dans le livre pour pas avoir... Enfin, on peut casser un rythme, mais l'idée, c'est pas de faire long, court, ou court, et puis d'un coup un long, et le lecteur, il s'y attend pas, et c'est frustrant. L'autrice, elle te dira que elle aime bien entre 5 et 10 000 mots. C'est des gros chapitres quand même. Euh, et la lectrice, elle te dira, moi j'aime bien quand c'est pas trop long. Toi, une dizaine de pages, c'est cool. Après, faut pas pousser, quoi. En fait, ce que j'aime bien, c'est avoir cette sensation de pouvoir en lire plein d'un coup, sans qu'il soit trop tard après. Après, je lis vite, tu vois, mais quand les chapitres ils finissent jamais, que je peux pas finir à la fin du chapitre parce que je suis fatiguée, j'ai pas le temps ou quoi, ça me frustre à mort. J'aime bien les chapitres un peu courts. Mais en soi, un chapitre long, ça me dérange pas. Enfin, si j'aime l'histoire, de toute façon, ça me dérange pas. Y a-t-il un cliché de la littérature dont tu ne peux pas te passer? Un truc que j'adore, bah moi j'aime pas mal les enemies to lovers, on va pas se mentir. Et le oh et puis merde. Il me fait bien kiffer celui-là. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un que tu n'aimes pas du tout? Je suis pas trop triangle amoureux. Après, une histoire, si elle me plaît, qu'importe comment elle est structurée, ça va me plaire. Enfin, je suis pas trop, enfin, j'ai pas de, ah, si c'est ça, HDNF, tu vois, enfin, je suis pas trop comme ça. Après, genre, je suis pas hyper fan des histoires de vampires. Mais j'en lis plein. Et c'est cool. Enfin, tu vois, genre, j'ai un vrai plaisir à sortir de ma zone de confort. Genre, faites-moi aimer les vampires. Franchement, donnez-moi des raisons de kiffer les vampires. Moi, en soi, tu vois, il y a une histoire de vampire, je me dis, ouais, bah, passe. Enfin, c'est pas mon truc. C'est pas ma cible. Enfin, je suis pas la cible. Alors, cette question, d'habitude, je l'envoie pour que la personne elle puisse y réfléchir en avant et... Enfin, avant. Et moi, j'ai tout oublié. Me prendre sur le... Je suis prête. Donc, si l'un de tes projets, donc quel qu'il soit, était amené à être adapté en film ou en série, est-ce que tu as déjà réfléchi à quel artiste tu souhaiterais pour la bande originale? Eh ben, figure-toi que j'ai une réponse. Génial, yes. Parce que pour Raconte Histo, il y a un palier. C'est la bande originale du livre et je l'ai fait composer par un musicien.
un jeune musicien qui fait des musiques narratives et c'est incroyable ce qu'il fait. Et il s'appelle Dionys Martin et j'adore son taf. Il a fait les thèmes de plusieurs personnages et il a fait le thème d'un passage qui s'appelle La fête de date et, euh, et vraiment c'est trop cool. J'aime trop, j'ai trop hâte d'atteindre ce palier parce que il a intérêt à être atteint. Parce que vous voulez tous écouter sa musique, je vous jure. Génial, trop cool. J'adore. C'est un peu pro, utilisons des artistes francophones et soutenons-nous. Il n'y a pas que les anglophones qui savent faire des trucs cool en imaginaire. As-tu un auteur ou une autrice préférée? Alors, on va faire francophone et anglophone du coup. En anglophone, j'ai un grosse fascination pour Sanderson et pour Philippe Pullman. En francophone, j'ai une adoration pour Yelena, vraiment. J'adore ce qu'elle fait, j'adore la personne que c'est. Enfin, je pense que si je l'avais pas découvert, par exemple, j'aurais pas osé faire d'édition indépendante. Euh, donc juste merci à elle pour tout ce qu'elle m'inspire. Et j'aime aussi beaucoup Olivia Gomez avec Les Carmidors, Les Noces d'ombre et de fumée. Les Noces d'ombre et de fumée, du coup, c'est romantaisie féministe. Et en fait, en lisant ce livre, enceinte en plus, je le précise pour ceux qui l'ont lu, parce que c'est hardcore de lire ça enceinte. Je me suis dit, ok, maintenant quand j'écris, je veux qu'il y ait un message. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait, on a tous droit à notre place dans le monde. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais moi, je veux plus rien écrire si j'ai pas un truc à défendre, quoi. C'est important. La fantasy peut faire passer des messages, c'est super important, et je veux en profiter. Je te reviens totalement sur Olivia Gomez, c'est une de mes autrices préférées aussi. Je l'adore. Est-ce qu'il y a un univers que tu aurais aimé inventer? En vrai, oui et non. Parce que si je l'avais inventé, je l'aurais pas découvert en le lisant. Et je me dis, du coup, trop dommage. Du coup, j'étais trop fière, tu vois, de les inventer et tout. Genre La Passe Miroir, que j'adore. Genre Les Fils des Brumes, que j'adore. Genre, mais même La Croisée des Mondes. J'adorerais créer des univers comme ça. Ou même Plein Ciel avec l'opéra, c'est trop stylé. Mais en vrai, si je les avais inventés, je les aurais pas lus. Trop dommage. Non, je crois que je préférerais pas inventer les univers que j'adore. Est-ce qu'il y aurait un personnage que tu aurais aimé inventer ou est-ce que c'est du coup pareil? Moi, je crois que c'est pareil. J'en ai assez dans ma tête en vrai. Il y en a beaucoup trop dans ma tête. Ouais, je te comprends. Alors du coup, on passe au fast plume. Donc c'est un petit jeu, je vais te donner 2 propositions et il faut que tu me dises laquelle tu préfères. Ok, en mode cash quoi. Ouais. Donc, chapitre court ou chapitre long? Court. Titre de chapitre ou pas? Titre. On m'en fout un peu. Première ou troisième personne? Troisième. Point de vue unique ou multiple? Multiple. Prologue ou directement chapitre 1? Ah, prologue. Premier jet ou réécriture? Premier jet. Saga ou one-shot? Saga. Livre papier ou numérique? Papier. Écrire le matin ou le soir? Soir. Thé ou café? Thé. J'aime pas le café. Écrire sur ordinateur ou à la main? Ordinateur. Et enfin, organisation sur carnet ou en numérique? Aucune. Je suis pas organisée. Joker. Non. T'as le droit. Ouais, du coup, toi, tu es team prologue? Ouais, moi j'aime bien les prologues quand ils ont une raison d'être. S'ils ont pas de raison, bah ça vaut pas le coup et c'est pas intéressant. Mais j'aime vraiment quand le prologue il a du sens, quand on s'est amusé avec une narration un peu différente parfois ou quand ça raconte un petit quelque chose et ça donne le ton pour plus tard. J'aime bien. Tu me dis titre de chapitre, tu t'en fiches? Ouais, je m'en fiche un peu parce que ça va dépendre des projets. Il y en a où je trouve ça s'y prête, et puis il y en a où ça s'y prête pas. Après là, j'ai répondu aussi un peu en tant que lectrice. Tu sais, je suis un peu entre les deux.
En tant que lectrice, je m'en fous. En tant qu'autrice, il y en a où je l'aimais, il y en a où je l'aimais pas. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment si ça a du sens ou pas. Il reste 3 parties, c'est des parties assez courtes, donc on a quasiment terminé. Pour cette partie-là, je vais te donner 3 propositions. Je te donne le début d'une phrase, il faut que tu complètes et que tu justifies ta réponse, quoi. Si tu pouvais te téléporter dans un livre, ça serait... Une romance de Noël, comme ça, c'est mignon, tu vois. Moi, je veux pas être dans les romans de fantasy, ça fait peur. Je comprends. Si tu devais être publié dans une seule maison d'édition, ça serait... Avant, je t'aurais dit Brajlon. Maintenant, j'aime bien Rajo et Slalom, alors je sais pas. Joker. Ok. Bon, déjà, ça réduit quand même pas mal, hein, avec le nombre de maisons d'édition qui existent. Si tu pouvais rencontrer un personnage d'un de tes romans, ça serait... Mais je crois que j'aimerais bien rencontrer Tisto, tu vois, pour lui dire pardon et pour lui dire merci. Cette réponse, elle revient souvent. J'aimerais bien rencontrer mon personnage principal pour m'excuser de toutes les souffrances que je lui ai fait endurer. Du coup, pourquoi Slalom ou Rajo? Parce que ils soutiennent, j'aurais bien Gulfstream aussi, ils soutiennent les auteurs francophones et il y a des autrices francophones chez eux. Et du coup, je trouve ça cool. Et puis ils sont quand même un peu grands, donc ça le fait. Et puis ils font du young adulte, du jeunesse. Enfin, moi je suis plutôt dans ce créneau-là, donc ça colle aussi avec ce que je pourrais écrire. La partie 7, c'est un jeu d'imagination. Il faut que je t'envoie une image. Donc l'idée, c'est que à partir de cette image, tu essaies en quelques phrases d'imaginer le début d'une histoire. Et en fait, je veux montrer qu'avec une seule image, on peut avoir des milliers d'histoires différentes. Ok, un début d'histoire avec un parapluie. Ça me rappelle un webtoon que j'ai lu avec un parapluie qui fait voyager dans le temps. Ok, c'est l'histoire d'une femme triste qui sort de chez elle et qui en a marre un peu. Enfin, tu vois, elle est toute seule. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle prenne l'air, il faut que il se passe quelque chose parce que là, ça va plus. Et du coup, elle marche dans la rue sous la pluie parce que ça l'arrête pas. Elle fait partie de ces rares personnes d'ailleurs qui aiment bien quand il pleut. Enfin, tu vois, genre, elle se sent bien quand il pleut, quand il y a de l'eau autour. Et, euh, et du coup, elle a un parapluie rouge parce que ça met de la couleur et qu'elle pense que la pluie ça devrait pas être triste. En fait, ça devrait être joyeux. On devrait danser sous la pluie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, mais ça se voit pas. Et on pense souvent que elle est un peu insignifiante et c'est comme ça qu'elle montre qu'elle existe, tu vois, avec son parapluie rouge. C'est hyper important. Et là, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un derrière elle et qui adore son parapluie rouge. Et c'est quelqu'un qui a pas trop d'espoir. Et justement, ils vont se rencontrer sous la pluie. Ça va être chouette. J'adore. C'est trop mignon. On veut la suite oui. maintenant. Du coup, on arrive à la dernière partie qui se nomme Questions pour la fin. J'ai 4 questions pour terminer. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture de son premier livre, qu'est-ce que ce serait ? Vas-y, n'aie pas peur, fonce, fais-toi plaisir, tu verras le reste après. Mais vraiment, vas-y, arrête de te poser des questions. Fais-toi plaisir. Je suis totalement d'accord. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose ? Non, j'ai pas d'attente. En fait, déjà, je suis genre tellement reconnaissante qu'on m'accueille et tout. Du coup, j'ai pas d'attente. J'ai juste du plaisir d'être là, donc non, pas spécialement. Trop cool. Ensuite, j'ai la question de l'invitée précédente qui te demande qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton écriture et qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu écris ? Les émotions. Moi, j'apporte une grosse part de mon écriture et de mes personnages aux émotions parce que je suis persuadée qu'on n'en parle pas assez dans la vie et que si on avait tous plus accès à notre compréhension des émotions et des émotions de l'autre, ça irait mieux. Et je crois que j'ai pas fait une seule histoire où il n'y a pas d'empathie dedans. Petit coucou. Mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin de se comprendre tous plus et je suis sûre que en écrivant les émotions et en montrant que elles peuvent cohabiter ensemble et que parfois on ressent des choses paradoxales et que c'est ok. Voilà. Du coup, je crois que c'est ça ma réponse. Je sais pas si c'est très clair. C'est parfait. Est-ce que tu as une question à poser du coup à la personne qui passera après toi ? Hyper intéressant.
Qu'est-ce que tu voudrais qu'un lecteur ressente quand il a lu ton livre? Et du coup, est-ce que tu veux répondre à ta propre question? Alors, ça dépend sur quel bouquin. Moi, je voudrais qu'il me déteste, mais pas trop. Parce que la fin du livre, voilà. J'aimerais qu'il adore Tisto autant que moi, je crois. J'aimerais qu'il voit tout l'amour que j'ai pour cet univers, vraiment. Enfin, il y a quelque chose vraiment de tendre avec cette histoire qui est pas du tout tendre d'ailleurs. Mais moi, j'ai une super tendresse, quoi. Eh bien, il ne reste plus qu'à participer à la campagne Ulule pour le découvrir. On a 95% le moment où on enregistre. 95 ? Oui, on est à ça. Wow. Bien joué. Et du coup, elle vient de commencer là. Elle a commencé quand la campagne? Ça fait quelques jours, une semaine. Et ça dure un mois? Un peu plus. D'après les conseils d'Ulule, j'ai dû durer un peu plus. Je crois que ça dure 38 jours en tout. Jamais fait aussi long. Mais 35, ils m'ont pas conseillé ce jour-là. Ils conseillent 35. Eux, tu vois, ils m'ont dit ce jour-là, c'est pas un bon jour pour finir. Tu devrais finir soit cette date, soit cette date. Et du coup, j'ai pris celle où j'étais disponible. La sortie officielle, c'est le 16 septembre. Et ceux qui commandent sur Ulule, avec un peu de chance, ils vont le recevoir avant. Et si jamais, à partir d'aujourd'hui, du coup, du 8 juin, il y a les 3 premiers chapitres, enfin les prologues et chapitres 1 et 2 qui sont disponibles sur mon site si on veut se faire une idée avant de l'acheter. Trop cool ça. Ok, et du coup, il y a trop bien. ce dialogue de début. Ok, bah écoute, je mettrai les liens, je mettrai tout ça dans la description. Et ben on a terminé du coup. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.